Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Le 20 juillet 1946, le gros Maté se lève avec le soleil, c'est-à-dire vers 5h30, car nous sommes dans un atoll des Tuamotu dans le Pacifique Sud, et là-bas, en cette saison, les journées sont courtes. Or, l'étonnant dossier que Jacques-Antoine nous propose s'ouvre dans cet immense archipel des Tuamotu qui compte environ 80 atolls, dont 40 seulement sont habités. Donc Maté se lève avec le soleil pour aller pêcher des huîtres nacrières. Maté est un indigène, donc un Pomotu. Il n'y a pas si longtemps, ses arrière-grands-parents ne dédaignaient pas de manger gloutonnement les ennemis vaincus. Maté a plusieurs femmes et plusieurs enfants. Son principe, c'est une femme, un enfant, une femme, un enfant, une femme, un enfant. Comme tous les Pomotu, c'est un plongeur émérite, un pêcheur né et un chasseur de requins. Tous ces détails sont indispensables pour la suite de l'histoire, où vous allez le voir, la mer et les requins jouent un très grand rôle. Maté emmène avec lui des lunettes de bronze qui lui servent à plonger. À l'époque, en effet, les masques sous-marins en caoutchouc n'existent pas encore au Tuamotu. Il marche d'un pas allègre en chantonnant, car Maté chante tout le temps. D'ailleurs, Maté ne sait faire bien, mais alors vraiment très très bien, que 3 choses. Pêcher et plonger, dormir et chanter. Le reste, la nourriture, l'amour, c'est plutôt bâclé. Maintenant, il est indispensable, car cet extraordinaire dossier repose entièrement sur ce point, que vous sachiez ce qu'est un atoll. Ce ne sera pas long et vous ne le regretterez pas. Un atoll est un immense récif de corail en forme d'anneau. Sur le récif, dont la largeur dépasse rarement 7 à 800 mètres, le sable s'est accumulé et des arbustes et des cocotiers ont fini par pousser. Le récif entoure un lagon, c'est-à-dire un véritable lac marin, splendide, toujours calme, où généralement le poisson est abondant. Quelquefois, le lagon communique avec l'océan par une passe d'accès plus ou moins difficile. Quelquefois, il n'y a pas d'accès du tout. Il y a des atolls qui font 300 km de tour, enfermant ainsi une petite mer intérieure, paisible, au milieu de l'océan. Il y a aussi des atolls minuscules, dont on peut traverser le lagon à pied. Celui où se déroule notre histoire de petite taille mesure environ 30 km de tour. Ce matin-là, Maté marche sur une plage composée exclusivement de petits débris de corail, ce qu'on appelle la soupe de corail, et du côté de l'océan, c'est-à-dire, et c'est très important, qu'il marche sur la partie extérieure de l'anneau, la partie du récif qui est exposée à l'immense houle du Pacifique, et non pas du côté de la petite mer intérieure, toujours calme. Là où marche Maté, les vagues sont énormes, et se brisent sur le récif qui s'étale au ras de la mer, plat comme la main, large, compact, et plus solide que la plus formidable digue construite par les hommes. Mais le récif n'est pas un anneau parfait, il sinue, il zigzague. Et brusquement, au creux d'un de ces zigzags, Maté aperçoit la grande carcasse d'un bateau qui, soulevé par les vagues, a dû s'échouer dans la nuit, tout droit, comme une maquette posée sur une étagère. Maté n'en croit pas ses yeux, car plus il approche, plus le bateau lui paraît moderne et en excellent état. C'est vrai que l'océan a été particulièrement agité cette nuit et que le vent vient à peine de se calmer. Bientôt, Maté est près du bateau à en toucher la coque. Le bateau est un ketch dont le long mât, abattu, accroché par les haubans métalliques, traîne encore sur le récif et dont la coque est en acier. C'est le San Nicolas d'Avalon, en Californie. Maté regarde autour de lui, personne. Il frappe contre la coque avec un morceau de corail, 3 coups. Il colle son oreille. Rien ne répond. Alors l'énorme Maté, habitué à grimper au cocotier, s'aidant du mât abattu, monte sur le pont et de là, descend dans le rouf. Il y règne un grand désordre. Avant de s'échouer, le navire a dû être secoué et embarquer beaucoup d'eau. Tout est trempé. Maté, ne voyant personne à bord, sort pour voir un homme, debout sur le récif, qui le regarde. Cet homme est couvert de sang. Ah, chers amis, ceci n'est pas une banale affaire de naufrage, mais le premier chapitre d'un des dossiers les plus extraordinaires du Pacifique.
Maté, du haut du pont, regarde l'homme en bas. Il est petit, costaud, vêtu simplement d'un slip, des lunettes sans monture et tire démesurément leurs branches pour aller s'accrocher aux oreilles de chaque côté d'un visage démesurément large. Cet homme, couvert de sang, vient de commettre un double crime. Comme vous allez le voir, c'est le crime parfait, absolument parfait. Seulement, il y a Maté. Maté n'a aucune culture, pratiquement aucun souci, et partant peu de conversation. Mais s'il ne pense pas, il voit tout. Comme son intelligence bien réelle n'est jamais embarrassée de fantasmes compliqués, elle voit, observe, enregistre absolument tout. « Tu es blessé ?» demande Maté. « Ce n'est rien, je suis tombé sur le récif. » D'après ce que je viens de vous dire, vous devez comprendre qu'avec Maté, les conversations sont lentes, pleines de silence, pendant lesquels il regarde son interlocuteur. « C'est à toi, ce bateau ?»« Non, je suis que le marin. »« Qu'est-ce qui t'est arrivé ?»« Oh, c'est terrible, le propriétaire du bateau et sa femme ont disparu en mer pendant la nuit. Je n'ai pas pu manœuvrer seul, je me suis échoué. » « Ils ont disparu tous les deux ?»« Oui, un paquet de mer, sans doute. » « Et oui, chers amis, un paquet de mer, sans doute. Ce sont des choses qui arrivent fréquemment. Je vous l'ai dit, le crime parfait. Déjà, le gros Maté est descendu du bateau, regarde la plaie que l'homme porte au front, sur le côté droit, presque à la tempe. « Bien, tu as failli te tuer. » Puis, pendant que l'homme, pour laver le sang qui l'inonde, se penche sur les flaques qui parsèment le récif. « Ils avaient des ceintures ?» demande Maté. « Non. »« Tu as pu leur jeter un radeau ?»« Non. Non, j'étais malade comme un chien, je dormais. Quand je me suis levé vers 4 heures du matin, en entendant les vagues sur le récif, j'ai gueulé, j'ai hurlé, tout en essayant de manœuvrer, et personne ne répondait, alors j'ai perdu le safran, une vague m'a poussé là, et voilà. » « Ils sont peut-être sur le récif ?» Et Maté désigne d'un geste du bras le long ruban de corail qui serpente jusqu'à l'horizon sous la crête des cocotiers. « Peut-être, mais ça fait déjà 2 heures que je les cherche partout. » « Alors ils sont morts. C'est plein de requins par ici. On est près de la passe. » Et voilà, c'est bien le crime parfait. Les 2 victimes dans le ventre des requins, plus de traces, plus rien ne peut accuser l'assassin. Quelques minutes plus tard, Maté et le naufragé entrent dans l'unique village de l'atoll où vit une centaine d'habitants. Tandis que le maire joint par radio les autorités de Papeete pour les avertir du drame qui vient de se dérouler, le Chinois, le commerçant de la ville, s'offre à héberger dans sa grande case, couverte de tôle ondulée, le naufragé, un certain Jean-Marie Ernoux, natif de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. L'après-midi, une partie de la population se porte volontaire pour rechercher les 2 disparus. Se divisant en 2 groupes, partant chacun d'un côté de la passe, ils font le tour de l'atoll pour se rejoindre exactement de l'autre côté et revenir en pirogue. Ainsi que le lui a recommandé la police de Papeete, le maire, en personne, va faire un inventaire sommaire et fermer toutes les issues du bateau le San-Nicolas. Il fait poser un cadenas sur un panneau d'écoutille et garde les clés, ainsi d'ailleurs que les $300 et les 40 000 francs pacifiques qu'il a trouvés à bord. Il a été entendu avec les autorités de Papeete que la goélette à son prochain passage amènera un expert désigné par la compagnie d'assurance du navire. Jean-Marie Ernoux repartira par la même goélette, mais comme il est pratiquement démuni d'argent, c'est le maire qui devra veiller à sa subsistance dans l'île. Et Maté. Le gros Maté, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Eh bien, il fait le policier. Et vous allez voir, chers amis, que l'enquête extraordinaire qu'il mène seul, eh bien, seul un Pomotou pouvait avoir l'idée de l'entreprendre, et seul un Pomotou pouvait la réussir. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. 3 semaines se sont écoulées depuis le naufrage du San-Nicolas. 3 semaines pendant lesquelles l'épave du San-Nicolas a constitué le but de promenade presque quotidien des habitants, le naufrage, la base de toutes les conversations, et Jean-Marie Ernoux, l'attraction numéro 1. Il faut dire que, si la vie est très dure à cette époque dans les atolls,
où il n'y a guère que du corail, du sable et des cocotiers, et la mer, bien entendu, la mer partout, autour et à l'intérieur, la vie est très monotone. L'eau potable est une denrée extrêmement rare. Les Pomotou ne vivent que de noix de coco, de poissons et de viande de chien. L'unique lien économique de l'atoll avec le monde extérieur, c'est le copra et la nacre que la goélette vient chercher chaque mois. L'arrivée de cette goélette, qui repart généralement quelques heures après, est donc le grand événement autour duquel s'organise toute la vie de l'atoll. Donc, le 19 août 1946, la population attend dans l'allégresse l'arrivée de la goélette. Alors imaginez la scène, la plupart des habitants sont au village, ayant renoncé à travailler ce jour-là. Ils passent des heures assis près du wharf qui plante ses pilotis dans le lagon aux couleurs opalines, juste à la sortie de la passe. Personne n'est pressé, car la goélette peut avoir facilement de 5 à 20 heures de retard, selon l'état de la mer et les péripéties des escales précédentes. Quant à Jean-Marie Ernoult, eh bien, il vient de vivre 3 semaines merveilleuses, invité par les uns, invité par les autres, passant ses journées à pêcher. Il s'est fait des amis de tous ces gens que, d'ordinaire, une vie trop rude ne pousse guère à l'hospitalité. Même les aventures féminines ne lui ont pas manqué, si toutefois on peut appeler ça des aventures, les Pomotou étant tellement expéditifs dans ce domaine que les rebondissements font absolument défaut. C'est donc avec 15 colliers de fleurs autour du cou que Jean-Marie Ernoult attend, promettant à chacun de revenir très bientôt, sans doute pour le renflouement du bateau, et au plus tard, dans 3 mois. Enfin, la goélette est signalée dans la passe, qu'elle embouche, la marée étant étale. Tout le village se presse sur le wharf, les enfants grimpés sur les ballots de copra qui dégagent l'odeur violente d'une fermentation douceâtre assez écœurante. Et c'est alors qu'apparaît Maté, brandissant triomphalement une énorme mâchoire de requin qu'il va vendre au commandant de la goélette, qui est, ai-je besoin de le dire, également un commerçant puisqu'il est chinois. Depuis qu'il pêche et qu'il plonge, donc depuis qu'il est gosse, Maté connaît pour ainsi dire tous les requins du lagon. Il ne connaît pas les petits, bien entendu, qui sont trop nombreux, mais il connaît les quelques gros et leurs habitudes. Entre eux et lui, comme d'ailleurs entre les requins et les Pomotou en général, règne une sorte de statu quo. Maté va qu'à ses affaires et les requins aux leurs. Presque quotidiennement, ils se retrouvent au fond du lagon, Maté avec ses lunettes de bronze et les requins avec leurs petits yeux blancs, inexpressifs. Si Maté tue un poisson, quelques instants plus tard, ils sont là, tournant autour de lui. Si Maté abandonne le poisson, il se sera à peine écarté de 3 mètres que les requins l'auront dévoré. Mais ce n'est qu'un statu quo. Si l'envie lui prend, Maté peut pêcher et tuer un requin. Et si un jour, les requins voient Maté blessé se débattre dans l'eau, ils n'auront pas une hésitation. C'est pourquoi les habitants de l'atoll ont été très étonnés que le jour même du naufrage du Saint-Nicolas, au lieu de se joindre à eux pour chercher les disparus, Maté ait été chassé au fusil le requin dans le lagon, étonnés aussi qu'il se soit acharné à tuer le plus grand de tous, qu'il fréquente depuis des années et qui, finalement, ne lui a jamais rien fait. Mais retournons sur le wharf tandis que la goélette manœuvre pour accoster. Le maire, curieusement accompagné de Maté, s'approche et se plante là où, depuis des temps immémoriaux, choit, dans un grand vacarme, la planche qui sert d'échelle de coupée. Royal, du haut de sa minuscule passerelle, le Chinois, maître à bord après Dieu, crie « Salut !» Déjà, un homme grand et mince, bronzé, les cheveux en brosse, vêtu d'un pantalon et d'une chemise tahitienne, met pied à terre et serre la main du maire qu'il connaît bien, puisqu'il est l'officier de police à qui incombent toutes les opérations dans l'archipel. « Voici Jean-Marie Ernoult, dit le maire. »« Parfait. Suivez-moi, dit le policier. »« Mais où est le témoin ?»« Le témoin ? Mais c'est Maté, dit le maire. »« Ah, c'est Maté. Bonjour Maté, comment vas-tu ?» Est-il besoin de dire que Jean-Marie Ernoult a eu un haut le corps en voyant Maté désigné par le maire comme témoin. Témoin de quoi? Le propriétaire du bateau et sa femme sont tombés à la mer. Ils ont certainement été dévorés par les requins. En imaginant que Maté ait retrouvé quelque chose dans l'estomac d'un requin, qu'est-ce que ça prouverait? Tout a été si logique dans ce crime, si simple, si naturel, pourrait-on dire, qu'il ne peut y avoir aucun indice. Non. Sans doute le policier a parlé de témoins parce que les formalités d'un constat de sinistre maritime supposent peut-être que soient entendus des témoins. Les voilà donc, tous assis maintenant, dans la pièce que le maire a coutume d'appeler la salle du conseil. Le maire est derrière la table qui lui sert de bureau,
Et le policier se tient à l'extrémité, mais ce qui impressionne le plus Jean-Marie Ernoult, assis devant eux comme devant des juges, c'est la présence de l'énorme Mathé resté immobile sur le pas de la porte. « Entre, Mathé, dit le maire, entre, et assieds-toi. » Mathé s'assoit alors sur le lit qui sert de canapé et qui ploie en gémissant. On ne voit plus de Mathé que ses gros genoux cuivrés, ses gros mollets, ses cuisses énormes et au-dessus, ses 2 yeux narquois qui brillent. Le policier s'adresse alors à Jean-Marie Ernoult. « Vous dites vous appeler Jean-Marie Ernoult, citoyen français, né en 1917 à Oron. »« Oui. » « Nous avons pu en effet vérifier l'exactitude de votre identité, mais ce faisant, nous avons découvert aussi que vous avez été jugé par 2 fois par les tribunaux de Nouméa. Une première fois en 1941 pour effraction et tentative de viol, suivi de coups et blessures. Amnistie à la fin de la guerre. Vous avez été à nouveau jugé pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner en 1946. C'est exact? Exact. Vous avez embarqué il y a 3 mois à Nouméa sur le San-Nicolas comme cuisinier, homme à tout faire au service de M. Nelson Petrosian, industriel à San Diego qui voyageait avec sa femme et désirait retourner aux États-Unis après un séjour de 10 mois dans le Pacifique Sud. Exact? Exact. Le San-Nicolas fait escale le 2 mai 1947 aux Nouvelles-Hébrides, le 17 juin à Nandi, aux îles Fidji, le 2 juin aux Samoas, le 20 juin à Papeete, pour venir échouer ici sur le récif le 20 juillet vers 4 heures du matin. Exact? Exact. C'est ici par contre que vos déclarations et les observations du témoin Mathé diffèrent largement. En effet, lorsque Mathé vous a découvert ce matin-là, tandis qu'il inspectait l'épave du San-Nicolas, il a observé plusieurs contresens qui ont éveillé sa méfiance. Il s'en est ouvert au maire, qui m'en a prévenu par radio, et je suis venu ici pour tenter d'éclaircir ces contradictions. À toi, Mathé, parle. Le gros Mathé, sans bouger de son divan, explique qu'il a en effet été frappé, en observant la blessure de Jean-Marie Ernoult, que celle-ci ait été pleine de sable, comme d'ailleurs le sang qui avait ruisselé sur son corps, alors que de mémoire d'homme, on n'a jamais vu un grain de sable de ce côté-ci du récif, c'est-à-dire la partie externe de l'atoll qui est toujours battue par le vent de l'océan. Peut-être cela se voit-il ailleurs, mais ici, jamais. Par contre, sur l'autre rive, celle qui borde le lagon intérieur, on trouve une plage de sable presque continue de 30 km. Ensuite, Mathé a trouvé étrange que Jean-Marie ait prétendu avoir cherché les 2 disparus pendant 2 heures, sans avoir eu l'idée de venir jusqu'au village, car si le San-Nicolas s'est échoué là, c'est probablement qu'il cherchait la passe, ou du moins qu'il voulait s'en approcher. Donc, Jean-Marie Ernoult devait se douter que la passe était proche, et c'est à la sortie de la passe que se trouvent les villages, dans tous les atolls, c'est bien connu. De plus, si Jean-Marie Ernoult avait cherché les disparus, il aurait cherché autant à bâbord qu'à tribord de l'épave. Or, s'il avait cherché à tribord, à 800 mètres, il aurait découvert l'entrée de la passe. Il faudrait donc admettre qu'il n'a cherché qu'à moins de 800 mètres de l'épave ou qu'il n'a cherché que d'un seul côté, ce qui est absurde. Mathé a donc pensé que Jean-Marie Ernoult n'était pas resté de ce côté-ci du récif après le naufrage, qu'il n'avait pas vraiment cherché les disparus, et alors, après avoir conduit le naufragé près du maire, il s'est rendu sur la plage intérieure de l'atoll. Là, à quelques centaines de mètres du village, il a vu des traces de piétinement. En traversant la cocotteraie, qui fait tout juste 200 mètres de large à cet endroit, il a pu suivre une trace qui le menait jusqu'à l'épave du San-Nicolas. Mais il y avait en fait 2 traces. L'une indiquait que plusieurs personnes avaient été de l'épave au lagon, l'autre qu'une seule personne était revenue du lagon à l'épave. Qu'en pensez-vous? Demande le policier. On peut imaginer, chers amis, qu'au fond de lui-même, Jean-Marie Ernoult doit pousser un soupir de soulagement. Si ce n'est que ça, doit-il penser, ce n'est pas bien dangereux. On ne pourra jamais rien prouver. Je ne me l'explique pas, dit-il. Sans doute des curieux qui sont venus voir l'épave. Oui, mais il y a autre chose, ajoute le policier.
Mattei a eu l'idée de chasser, le matin même, 2 des grands requins qui vivent dans le lagon. Vous n'avez pas eu de chance, parce que, s'il sait où les trouver et comment les faire venir, il aurait parfaitement pu les rater. Mais Mattei, en infraction avec la loi, détient quelques balles doum-doum. Il se disait que si par hasard de cadavres avaient été jetés dans le lagon, il serait bien étonnant que les plus grands ne soient pas accourus pour profiter du festin. Et dans l'estomac de l'un des requins, il a trouvé ça. Et le policier montre une sandale en caoutchouc. Comme vous le voyez, elle est petite. La même pointure que les chaussures féminines trouvées dans l'épave. Je ne sais pas si vous avez vu le gabarit des gens par ici, mais je vous défie bien de trouver une femme Pomotou ayant un aussi petit pied que celui-là. Enfin, ce n'est pas tout. Évidemment, vous ne niez pas que les propriétaires du bateau ont été dévorés par les requins. Bon. Seulement, il y a requins et requins. Il y a les requins qui vivent dans les lagons et ceux qui vivent en haute mer. Ce ne sont pas les mêmes, monsieur Ernaud. Et ceux qui vivent en haute mer entrent rarement dans les lagons. Et ceux qui vivent dans les lagons en sortent tout aussi rarement. Si les 2 malheureux étaient tombés en mer, ils auraient été bien vite dévorés par les requins de haute mer. Et il est impensable que cette sandale ait pu se trouver dans l'estomac d'un requin de lagon 3h30 plus tard. Mattei pense donc que vous avez traversé le récif avec les 2 victimes tout de suite après le naufrage, que pour une raison encore obscure, vous les avez tués sur la plage, où l'un d'eux vous a blessé, et que vous êtes revenu à l'épave, après avoir jeté les cadavres, dans le lagon. Bien sûr, Jean-Marie Ernaud, malgré cet extraordinaire raisonnement d'un primitif Pomotou, aurait pu bénéficier du doute devant un jury d'assises. Pourtant, il préféra se suicider dans la cabine de la goélette où le policier l'avait enfermé pour le ramener à Papeete. On n'a jamais connu les raisons exactes de son probable et double crime. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.